Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 171e émission. Une émission encore une fois très riche. La fin d'année est exceptionnelle, voilà. On remet les petites cordelettes du sud à capuche. Évidemment, il y a un t-shirt en dessous. Fantastic Four, mais quand il commence à faire un peu plus froid, puisque nous sommes en novembre. Alors, Noël approche à grands pas, et il y aura évidemment une émission spéciale Noël à Noël, avec la sélection de ce qu'il ne fallait pas rater cette année, parce qu'il y a eu encore beaucoup de choses. Mais on va commencer par parler de ce qui est sorti. Alors je voulais déjà vous parler d'un truc que je voulais montrer à la fin de la 170e émission, et j'ai entendu des dents qui crissaient en disant montre-nous en plus. C'est ça, c'est le Café Racer de Sean Murphy. Sean Murphy, vous savez, c'est le dessinateur de Punk Rock Jesus, de American Vampire Legacy, de The Wake qui arrive chez Urban, de quoi d'autre? Il a fait plein de choses. Il a fait plein de choses. J'ai tout. Il a fait Crush. Et donc, Sean Murphy, l'année dernière, exactement la même période, puisque ça s'est terminé en décembre, il a fait une campagne Kickstarter. Vous savez, Kickstarter, c'est comme Ulule, c'est tous ces sites de financement participatif qui aident les indépendants à faire des projets financés par les fans, donc en précommande finalement. Et il a proposé ce projet, il a récolté 50 000 $, ce qui a permis de créer le bouquin qui est sorti, qui n'est pas du tout disponible sur Amazon, qui n'est pas du tout disponible sur Book Depository, sur Fnac ou sur aucun site, qui est, d'ailleurs je ne sais même pas où est-ce qu'il est disponible aujourd'hui, à part, je sais qu'il y en a chez Pulps, parce que moi je l'ai commandé, vous pouvez le commander sur pulps.fr, je vous mettrai le lien sur Comics Place bien entendu. Ils en ont fait venir, ils connaissent Sean Murphy, donc voilà, c'est auto-édité, c'est Essential Sequential l'édition, c'est un livre co-signé par Sean Murphy et Katana Collins. Katana Collins, c'est Madame Murphy, et donc c'est un projet graphique très intéressant. En fait, Sean Murphy a fait appel à ses élèves pour faire une histoire à suivre sur un thème. Nous sommes sur le thème de la moto. L'histoire, en fait, il y a Sean Murphy dessine, mais pas que. Il y a ses élèves. Voilà, donc c'est un projet commun. Et pour financer ce projet commun, il a fait appel aux fans. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Donc il y a des auteurs qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît pas encore, j'ai envie de dire, parce que quand on feuillette et qu'on lit Café Racer, on voit des gens comme Tana Ford, Stephen Green, Corinne Howell, voilà, enfin, les noms sont compliqués, je les connais pas encore très bien. Et donc c'est du noir et blanc, et il y a 6 élèves, ils sont tous d'un niveau graphique vraiment assez exceptionnel, c'est d'une beauté incroyable, les noirs sont superbes, l'ancrage est magnifique, c'est vraiment génial. Et il y a toute une partie, vous l'avez vu, sketchbook, travail préparatoire des différents, puisqu'ils n'ont pas fait ça en 2 jours, hein, ils ont bossé. Et voilà, c'est un espèce d'ovni total, c'est quelque chose qui n'aurait peut-être pas pu exister chez les éditeurs classiques, qui a été un vrai succès sur Kickstarter, et donc voilà. Et donc il y a des exemplaires chez Pulps à Paris, vous pouvez aller les voir rue Dante, ou les commander, les derniers, je pense que là on arrive sur les derniers, sur pulps.fr. Voilà, je vous le recommande si vous êtes fan de Sean Murphy, je sais que vous l'êtes, parce que ça rend un peu les gens hystériques ce dessinateur, tellement il est incroyablement doué. Alors voilà, je vais le mettre. Ah, ça rentre pas. Je le mettrai ailleurs. Voilà, je vais le mettre là. En attendant. Alors, parlons comics. Gros coup de cœur, gros coup de cœur. En fait, je pensais avoir un coup de cœur cette semaine chez Urban et j'en ai deux. Le premier, je comptais pas en parler comme un coup de cœur, je voulais l'évoquer comme une sortie, mais j'ai adoré. J'ai lu ça hier, samedi, l'émission est enregistrée le dimanche, je le rappelle, comme Vivement Dimanche, avec Michel Drucker, sauf qu'on parle comics. C'est un petit peu le même concept, et que le canapé rouge a été remplacé par une petite chaise en bois et un roteng que je vous montrerai une autre fois. Alors, Shazam, c'est un peu le héros ringard de chez DC. On pensait que le héros ringard c'était Aquaman. Non, il n'y avait plus ringard, il y avait Shazam. Alors Shazam, il s'appelait Captain Marvel avant. Pendant 70 ans, il s'est appelé Captain Marvel. Le problème, c'est que Marvel, c'est le nom du concurrent. Donc un jour, ils ont tranché, ils ont dit on l'appelle plus Captain Marvel, on va l'appeler Shazam, parce que Shazam, c'est le cri de guerre qui dit pour se transformer. En fait, cette série, elle est neuneu par principe, parce que c'est le principe de Big, vous savez, avec Tom Hanks, où il devient adulte. Et ben, en fait, là, c'est un enfant qui s'appelle Billy Braxton. C'est ça, c'est Billy Braxton, Billy Batson, vous voyez, je suis pas très fluent en Shazam à la base. Billy Batson, c'est un gamin d'une dizaine d'années, et quand il dit Shazam, eh ben, il se transforme en Shazam. Alors la couverture est signée Ivan Reis. Hein. Moi, je pensais qu'au début, la couverture, c'était du Gary Frank, mais non, c'est du Ivan Reis, et c'est très très beau.
En fait, plutôt que lancer une série Shazam dans le cadre des New 52, vous savez, de DC Renaissance, DC a décidé de mettre ça en backup, donc en supplément de Justice League pendant une dizaine de numéros aux États-Unis. Alors je sais même pas si ça a été édité en France en kiosque, je pense pas. J'ai peut-être des bêtises. Et donc il y avait 5 ou 6 pages, c'était feuilletonnant, voilà. Et en fait, moi j'ai lu ces Justice League à l'époque et j'ai pas trouvé ça fabuleux. Je suis pas rentré dedans, ce côté 5-6 pages comme ça. Il est quand même dessiné par Gary Frank, qui est un dessinateur que j'adore, qui est vraiment un dessinateur absolument exceptionnel. Eh bien non, je sais pas pourquoi ça m'avait pas plu. Et je me suis dit, quand ça va sortir, et c'est sorti la semaine dernière, eh bien je vais m'y pencher. Je l'ai lu, j'ai pas décroché de ce bouquin en lisant, tellement j'ai adoré. En fait, je vous parlais d'Aquaman tout à l'heure. Aquaman, c'était le héros ringard de chez DC. Et Jeff Jones en a fait un personnage génial, avec une mythologie, avec un truc, il l'a dépoussiéré, il l'a rendu cool. Et ben pour Shazam, c'est pareil. On part du postulat je parlais du côté le gamin qui devient super-héros. Donc forcément, c'est pas un super-héros comme Superman qui connaît la vie, quoi. C'est hyper ingénu à la base, Shazam et Captain Marvel, et c'est hyper presque neuneux. Et ben là, c'est pas du tout neuneux. Parce qu'il arrive à en faire un truc génial. Il crée une mythologie autour du personnage. Alors évidemment, il y a le personnage de Shazam, mais il y a l'autre, son méchant, le pendant négatif, son double négatif, on va dire, qui s'appelle Black Adam. Black Adam qui va être joué dans le film, parce qu'il y a un film qui arrive, par Dwayne Johnson, si je ne me trompe pas, c'est Dwayne Johnson, c'est The Rock qui va le jouer. Hop, voilà, Black Adam. Donc en fait, ça parle de super-héros, ça parle de pouvoir, ça parle de responsabilité, comme toujours, et ça parle de magie. Voilà, on est dans le domaine de la magie. Et au-delà du fait que ce soit hyper bien écrit, que ça se dévore et qu'on prend un vrai grand plaisir à le lire tout au long, c'est magnifiquement dessiné. Dessiné et ancré par Gary Frank, donc Gary Frank qui a travaillé très longtemps, qui a fait le Batman Terre 1 qui fera le volume 2 l'année prochaine, qui a fait Hulk pendant des années, qui a fait le Midnight Nation dont je vous ai parlé chez Delcourt, qui est une tuerie, une merveille absolue. Voilà Shazam comme c'est beau par Gary Frank, c'est une merveille. Voilà, ça j'ai failli passer à côté. Eh bien, ne passez pas vous à côté, ça coûte une quinzaine d'euros, pour pas dire 17 je crois, je sais plus, j'ai plus le prix en tête. C'est une merveille graphique, il faut ouvrez-le, quand un comics est bien écrit et bien dessiné, eh ben, il faut le lire. Et vraiment, waouh, chapeau Urban d'en avoir fait une aussi belle édition, et c'est quelque chose qui se transpose très bien. Voilà. Moi, j'avais pas apprécié la lecture 5 pages par 5 pages, mais le lire d'une traite, c'est génial. Alors du coup, se poser la question, parce qu'on parle chapitrage dans cette émission, et vous le savez, c'est pas chapitré. Ils ont décidé de mettre tout d'un coup. En sachant que ça a été créé pour être chapitré. Donc moi au début j'étais pas content, vous me connaissez. Mais il se trouve que ça marche bien, ça marche très bien, pas chapitré, parce qu'en fait il n'y a pas de couverture à intercaler, parce qu'il n'y avait pas de couverture à la base, puisque c'était pas un magazine Shazam, c'était Justice League. Et donc du coup ça se lit tout d'une traite, il n'y a pas de pause, et alors on sent qu'il y a des coupures de temps en temps, on sait que tiens, 6 pages, boum, mais globalement... enfin, quand je dis 6 pages, ça peut être 10. Hein. Enfin voilà, c'est vraiment super. Et le côté, voilà, le fait que le chapitrage initial ne soit pas respecté ne gêne pas dans cette lecture. Parce qu'il peut y avoir des cas particuliers, et nous en reparlerons. Voilà, Shazam, coup de cœur. Alors, puisqu'on est dans les coups de cœur, deuxième coup de cœur chez Urban, puisque cette semaine il y a eu beaucoup de jolies choses chez Baban, on va les appeler Baban. Il y a, Superman, Identité secrète, Secret Identity. Le format est plus grand, vous savez, il y a 2 formats chez Urban. Ça c'est le petit format Now, et ça c'est le format genre de Batman Silence, etc. Hop, grand format pour une grande BD, j'ai envie de dire, bien trouvé. Superman, Identité secrète. C'est vieux, hein, ça date, ça a plus de 10 ans, ce truc-là. C'est scénarisé par un mec que j'adore. D'abord, la couverture est somptueuse et appelle à la poésie. Et ce livre appelle à la poésie. Je suis tout rouge, là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû toucher quelque chose. Voilà. Quand je cache la lumière, je deviens rouge. Kurt Busiek, qui est un scénariste qu'on voit beaucoup moins. Il bosse actuellement sur Astro City. La énième série Astro City, je lis pas très bien, j'ai jamais accroché à Astro City, mais peut-être que si Urban en fait une jolie édition un jour, je replongerai dedans.
Kurt Busiek, c'est le mec qui a fait Marvels chez Marvel. C'est le mec qui a fait Avengers pendant des années, le crossover Avengers GLA. C'est le mec qui a fait Aerosmith avec Carlos Pacheco. Et c'est vraiment un très bon faiseur. Il a fait Superstar avec Stuart Timonen, paru chez Glénat Comics. Vous l'avez certainement pas lu, puisque personne ne l'a acheté et personne ne l'a lu. D'ailleurs, ça peut être l'occasion de vous rejeter dessus, parce que c'est la même équipe qui bosse dessus. En fait, chez DC, avant, il y avait une collection qui s'appelait le Elseworld. Elseworld, c'était des espèces de what if, c'était des espèces de récits hors continuité, partant de principes complètement fous. Par exemple, ici, Superman Red Son, par exemple, est un what if, c'est un Elseworld. C'est la navette de Superman n'a pas atterri aux États-Unis, mais en URSS pendant la guerre froide. Et ben là, ce n'est pas le pitch de départ est absolument génial. C'est dans une petite ville, les Kent, ils s'appellent pas Martha Kent et Jonathan Kent, ils s'appellent David, je sais pas quoi, David et Jonathan. Ils ont un garçon et ils décident de l'appeler Clark. Donc il s'appelle Clark Kent, quoi. Et donc Superman n'est qu'un héros de papier dans cet univers-là. Et donc du coup, il se fait chambrer, voilà, etc. Mais il aime sa vie, sauf ça le saoule. Et un jour, et là c'est la fin du premier chapitre, et je n'en dirai pas plus, un jour, il se réveille, et il se rend compte qu'il a des pouvoirs. Tadam! Et donc du coup, est-ce qu'il va devenir Superman ou pas? Donc finalement, c'est une autre approche des origines de Superman, finalement. Parce que Superman, les origines, on les a lues et relues, dans tous les sens, tout le monde les a fait, il y a des très belles choses. Mais Kurt Busiek a apporté vraiment un pitch, un point de vue très intéressant. Et en plus, c'est magnifiquement écrit. C'est génial, ça se lit, mais c'est du plaisir. C'est-à-dire qu'on est dans de la littérature, quoi. C'est vraiment absolument génial. Et je pèse mes mots, j'adore ce truc, mais je l'adore. Je l'ai relu hier aussi. Et waouh, bravo Kurt Busiek, quoi. C'est trop bien, c'est génial. C'est d'une poésie folle comme la couverture. C'est vraiment un truc époustouflant. Et voilà. Et l'autre chose époustouflante, c'est les dessins de Stuart Timonen, qui travaille, vous le savez, sur All New X-Men depuis quelques années, qui maintenant est sur Captain America, et qui a fait beaucoup de choses dans sa carrière, les Next Wave, etc., Ultimate Spider-Man. Et ça, on va dire, c'était son style d'avant. Très poétique, très peint, on va dire. Et c'est, quand on voit des doubles pages comme ça, waouh, c'est magnifique. Voilà, honnêtement, si vous devez acheter un seul titre ce mois-ci, si vous devez acheter un seul titre pour Noël, si vous détestez Superman, lisez ça, vous allez adorer. Je vous jure, vous allez adorer. Satisfait ou remboursé par votre libraire. Je m'engage un peu. Je suis pas libraire. Superman, Identité secrète, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il n'y a pas beaucoup d'histoires très bonnes de Superman. Ça se compte sur les doigts d'une main, parce que c'est un peu toujours la même chose. C'est un peu toujours les origines, toujours les mêmes origines. Et là, on est dans un truc génial, profond, poétique. C'est super, bravo. Je le préfère à All Star Superman, je le préfère à tout ce que j'ai pu lire sur Superman. C'est la meilleure histoire de Superman pour moi, à mes yeux. Voilà, public, voilà. Je vous invite vraiment à le lire. Voilà, donc deux très bons titres chez Urban cette semaine. Et donc je vous invite vraiment à aller dévorer. Alors, il y a un troisième titre chez Urban, mais celui-là j'ai pas eu le temps de le lire parce que forcément le temps était trop court, mais c'est la très bonne surprise des New 52 qu'on n'attendait finalement pas à ce niveau. C'est le deuxième tome de Batman et Robin, la série. Alors vous savez que sur Batman, il y a la série Batman principale par Capullo et Snyder, il y a eu la série avec Dave Finch qui s'appelait The Dark Knight, qui celle-là a été arrêtée aux États-Unis, donc qui va s'arrêter en France aussi à un moment. Et vous avez Batman et Robin qui était un peu vous avez Detective Comics qui était au début réalisé par notre ami Tony Daniel. Après il y a eu du Jason Fabok, etc. Je sais pas où ils en sont sur cette série d'ailleurs, faudrait que je jette un œil dessus. Oui, je crois que c'est Manopoul et Buccellato qui reprennent, voilà, c'est ça. Batman et Robin, donc ça prend la suite finalement de la série créée par Morrison, et c'est le Batman qu'on aime, c'est de l'action, c'est de l'aventure. Donc vous voyez, il y a tous les Robins, il y a Robin, Red Robin, Nightwing et comment il s'appelle lui, Red Hood, c'est ça?
Voilà. Et donc voilà, et c'est voilà, c'est vraiment une super série. Donc celui-là je l'ai pas lu, ce deuxième tome, j'ai lu le premier, mais le 2 attendra. Enfin attendra, je vais le lire très vite, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Mais je voulais vous le présenter parce que c'est sorti et que c'est une excellente série. qu'Urban avait hésité peut-être, je pense, j'imagine, à le sortir en album. Et devant le succès de Batman en France, parce qu'il faut le dire, ça marche. Et devant la demande, et bien voilà, ils ont proposé ça. À noter que l'équipe donc de Peter G. Tomasi et Patrick Gleason réalise la totalité ou quasi-totalité des numéros. Donc il y a une consistance graphique, si vous voulez, dans le récit, en sachant que dans le tome 2, il est quand même aidé par des gens comme, j'ai vu ça dans les crédits, parce que j'ai quand même lu un petit peu, il y a du Lee Garbett, du Andy Clark et du Thomas Giorello, que je ne connais pas, mais c'est certainement quelqu'un de très sympathique. Et voilà, donc La Guerre des Robins, le tome 2, est disponible un petit peu partout. Alors, on continue. On continue, chers amis, avec chez Panini, c'est un peu lourd, la sortie du second tome dans la collection Marvel Icons. Hop, vous voyez, Marvel Icons, de Spider-Man tome 2, toujours par John Romita Jr. et Joe Michael Straczynski. Donc la réédition un peu ultime de ce run de légende où ils ont fait je ne sais plus combien de numéros ensemble, en sachant que après il passera la main à des dessinateurs comme Mike Deodato Jr. puis Ron Garney, mais Straczynski est resté quelques années sur Spider-Man, ça a donné un run de légende avec une continuité graphique absolument incroyable, puisque je crois qu'ils ont fait plus d'une trentaine de numéros ensemble, Romita Jr. d'affilée, ce qui est très très rare à notre époque. Et donc voilà, moi j'ai ces numéros quelque part en VO dans mes box qui sont derrière la caméra. Et je n'avais pas, je les avais pas en relié, je les ai pris dans la collection Icons, qui, alors je suis content de les avoir, je suis très content de les avoir, je vais pouvoir les relire parce que je les ai pas relus pour tout vous dire pour le moment, mais petit détail, alors il y a des choses absolument magnifiques comme ça, hein, un peu de travail quand même les enfants. John Romita Jr. n'a pas chômé, hein, comme on dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire de beau là-dessus? Je voulais vous dire donc ça réécrit la mythologie un peu de Spider-Man, disant avec les totems, etc. Donc pourquoi c'est une araignée, etc., etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a l'épisode, je crois, où il était dans l'autre. Non, voilà, il y a l'épisode 500, donc l'épisode anniversaire. Deux petits soucis sur cette collection, vous allez me trouver pénible, mais je le dis. Mais bon, ils vont pas changer tant qu'il n'y a pas de décision. Tous les albums seront comme ça. Ce n'est pas chapitré. Donc on a tous les épisodes de la suite et les couvertures à la fin. Donc on ne sait pas quand ça s'arrête, donc la structure du récit n'est pas respectée, donc les cliffhangers n'ont pas l'impact qu'ils devraient avoir, donc l'écriture et la réalisation de l'album ne sont pas respectées, mais ça on l'a déjà dit. Et l'autre problème c'est le papier. On a vraiment l'impression que chez Panini Manga, il restait du papier, ils ont dit bah, vous avez qu'à créer une collection de comics avec... On a vraiment l'impression de lire un mauvais Naruto sur papier dégueulasse, un Dragon Ball des années 80 avant l'invention des Perfect Edition. Au secours quoi, au secours sur le papier. Et pourquoi je dis ça? Je sais pas, si vous me suivez sur Facebook, le Facebook Comic Place, j'ai pris des photos pour faire la preuve par l'image de l'édition originale sur papier glacé mat. Non, sur papier glacé, pardon, je dis des bêtises. Donc très beau papier qui fait très bien ressortir les couleurs, si vous voulez, faites par ordinateur de l'époque, des couleurs de Dan Kemp, etc. Et j'ai mis à côté cette édition. Si vous voulez, il y a un côté, quand on a du papier mat comme ça, il y a un côté buvard qui est assez insupportable, donc ça boit les couleurs. Et on se retrouve avec des pages très ternes, on a l'impression qu'on les a mis à 90 avec notre jean dans la machine à laver, et du coup regardez, c'est un peu terne. Alors vous ne pouvez pas comparer vous, mais voilà, c'est un peu terne, et c'est un peu dommage, voilà. Ça ne gâche pas la lecture, mais on aurait aimé, sur cette collection, notamment aussi sur les épisodes des 4 Fantastiques, on aurait aimé du papier glacé. Voilà, je le dis, et je le redis, mais... c'est vrai, puisque le travail des auteurs, le travail des éditeurs, le travail réalisé à l'époque chez Marvel, et parce que ça a été voulu sur ce papier-là, n'est pas respecté, et c'est bien dommage. Mais bon, ça reste quand même une lecture saine, et qu'il faut avoir et avoir lu. Alors on va terminer par un album chez Delcourt, puisque chez Delcourt c'est la fête, parce qu'il y a un très très bel album, et il me reste 2 minutes pour vous en parler.
c'est la guerre des étoiles. Alors moi, je n'aime pas la guerre des étoiles, je n'aime pas Star Wars en comics. J'ai essayé, hein. J'ai lu ceux de Brian Woods, j'ai pas accroché. J'ai lu l'agent de l'Empire, j'ai pas accroché, malgré la présence de très bons dessinateurs comme Stéphane Creti et l'encreur Julien Gunnar-Pert, et puis d'autres dessinateurs comme Carlos D'Anda sur le Star Wars de Brian Wood, ou évidemment... j'ai oublié, c'est pas grave. Là, il y a eu une super idée. Alors d'abord, magnifique édition, grand format, jaquette, la totale. Très grande idée de prendre le premier scénario de George Lucas en 1974, donc 4 ans avant le film. Donc la première version de Star Wars avant d'être retravaillée, d'être complètement chamboulée, et d'en faire une BD en 8 numéros. Donc on a l'intégrale là-dedans. Très très beau papier, très très beau dessin. La bonne idée, c'est d'avoir pris ce scénario au sérieux et d'avoir demandé à un dessinateur comme j'arrive jamais à dire son nom, je vais le lire, Mike Mayhew, ouais, de le dessiner. Et du coup, on a un truc c'est magnifiquement dessiné. Chaque page est très très belle, c'est très réaliste, et c'est vraiment très très beau. Habituellement, c'est un mec qui fait surtout des couvertures. Et là, c'est vraiment superbe, donc c'est magnifique. Alors l'histoire, c'est quoi? En fait, c'est un peu la même chose. Il y a Dark Vador, il y a l'Empereur, il y a des Jedi, il y a un conflit commercial mondial, enfin universel même, on va dire. Et puis il y a la Force, et puis il y a les gentils Jedi et les méchants Jedi. Luke Skywalker est beaucoup plus vieux, et il va entraîner il y a déjà des personnages. Il y a un personnage qui s'appelle Anakin dedans, pas Anakin mais Anakin. On a le nom initial, c'était Starkiller, je crois. Enfin voilà, j'ai lu ça et ça m'a vraiment plu de redécouvrir. Il y a plein de petits éléments qu'on retrouve. Alors il y a du R2D2 qu'on retrouve, etc. Il y a plein d'éléments qu'on va retrouver dans le premier film, mais pas dans le même ordre. Et donc du coup c'est super chouette, et des espèces de puzzle qu'on recrée. En plus c'est bien écrit, en plus c'est bien dessiné, et l'édition est somptueuse. Ça coûte 20 €. Et si vous aimez Star Wars en comics, je vous invite vraiment à ça, parce qu'il y a une valeur historique et en plus c'est une bonne BD. Donc voilà, très très bon choix. Donc voilà, beaucoup de choses cette semaine. Avec mon coup de cœur avant que ça coupe, parce que ça coupe souvent à la 23e minute, je ne sais pas pourquoi. Mon coup de cœur, c'est ça. Voilà, on se tait et on regarde ça. C'était la 171e émission, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de bons comics. Je vous dis à très bientôt.